dans cette nouvelle vidéo. Je pense que la première chose à dire c'est tout d'abord bonne année 2023 parce que le temps passe bien trop vite, donc j'espère que vous avez eu d'agréables fêtes de fin d'année et je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur pour cette nouvelle année. Et pour commencer justement 2023, je me suis dit que ce serait intéressant de faire un petit bilan de 2022. Donc cette fois-ci il n'y aura pas de bilan personnel ou professionnel ou quoi ou qu'est-ce, mais plutôt un bilan voyage, et je vais donc noter mes différents voyages de l'année dernière. C'est un concept qui, si vous êtes sur les réseaux sociaux, doit sûrement vous être familier étant donné que c'est très fréquent sur TikTok ou encore sur Instagram, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de refaire un petit retour sur mes différents voyages et de les noter sur 10. Et ce que je trouve quand même assez marrant, c'est que sur ce genre de TikTok, généralement les gens donnent leur avis bien évidemment et leur ressenti, mais je trouve que parfois ça manque légèrement d'un petit peu d'objectivité. Bien évidemment je peux pas être 100% objective, mais pour avoir un petit peu plus d'objectivité, j'ai décidé de noter ces destinations sur 5 catégories et la note totale sera sur 10. Du coup, ces catégories seront l'alimentation, l'accessibilité, le prix, la beauté des lieux et les activités sur place. Chaque destination a la possibilité de gagner 2 points par catégorie. Bien évidemment, lorsque j'ai fait ce classement, j'ai aussi un petit peu comparé les destinations entre elles, parce que sinon forcément, étant donné que je suis pas très difficile dans la vraie vie, ça signifierait que toutes les destinations auraient obtenu 2 sur 2, et il faut quand même faire un choix entre les différentes destinations. Le but c'est quand même d'avoir un petit podium à la fin du compte. Donc bien évidemment, ça reste propre à chacun, ça dépend des goûts, mais j'ai fait aussi par rapport au retour en général des voyageurs pour pouvoir avoir un minimum d'objectivité et plaire au plus grand monde. Et étant donné que j'ai fait ce classement réellement à la fin de 2022, j'avais aussi matière à comparer avec d'autres pays sur lesquels par exemple j'ai été beaucoup plus convaincue. C'est la raison pour laquelle parfois certaines notes pour certaines destinations peuvent paraître un petit peu sévères. Commençons sans plus tarder avec ma première destination. Concernant Londres, pour la nourriture, j'ai décidé de lui mettre 1 sur 2. Je pars du principe où quand tu vas à Londres ou quand tu vas dans un pays, c'est pour tester la nourriture locale, et donc du coup, je tiens à exclure tout restaurant étranger de cette liste. Des plats traditionnels, il y en a, certes, mais généralement c'est pas forcément toujours très facile à trouver, c'est vite très très cher, et je trouve honnêtement que t'es pas toujours très bien servi en Angleterre au niveau de la nourriture. Je sais que c'est une nourriture qui plaira pas à tout le monde, et c'est vrai que comparé à d'autres destinations que j'ai faites, c'est pas celle qui m'attire le plus. Moi personnellement, tout ce qui est sucré en Angleterre, ça me plaît assez bien, mais c'est vrai que sur le salé, c'est pas toujours ça, quand bien même il y a quelques spécialités comme par exemple le Buff Wellington que j'apprécie beaucoup. C'est pas forcément toujours ce que l'on trouve quand on va dans les restaurants. Il faut avouer aussi que la nourriture est quand même assez chère parfois pour ce que c'est. Ça dépend un petit peu les restaurants, il faut vraiment connaître les bonnes adresses, et à Londres il y a facilement moyen de tomber sur des attrapes touristes, et donc du coup ça c'est un tout petit peu dommage, et c'est pour ça que je ne mettrai que 1 sur 2. Concernant l'accessibilité à Londres, j'ai décidé de mettre 1,5 parce que ça dépendra légèrement de l'aéroport dans lequel vous arrivez. Si vous arrivez par exemple avec des vols Ryanair, il y a de fortes chances que vous soyez un petit peu plus à l'écart de Londres que si vous arrivez par exemple sur Gatwick ou encore Heathrow. Mais rien de dramatique, il faut aussi avouer qu'il y a énormément de bus, il y a énormément de métro, et je trouve pas ça encore très compliqué de se diriger dans Londres, et je trouve que franchement, si vous aimez beaucoup marcher, il est assez facile de faire le centre de Londres à pied. Concernant les prix par contre, j'ai mis 0. Voilà, désolée, mais comparé à d'autres destinations que j'ai pu faire, Londres c'est extrêmement cher, surtout si tu veux faire ça pendant les fêtes, et surtout, outre le fait que ce soit cher, quand bien même c'est cher, si c'est qualitatif c'est une chose. Je suis allée dans des hôtels qui étaient chers et qui étaient miteux, mais au possible. Quand tu vois les notes sur Booking, tu t'attends quand même à quelque chose de qualitativement ok, et au final tu tombes sur des trucs où il y a des trous dans les murs, où la moquette est arrachée. Franchement ça pourrait être plus propre que ça. Peut-être que c'est moi qui, avec le temps, est devenu un petit peu picky concernant la propreté, mais je trouve qu'il y a des limites. Et Londres, certes, les hôtels sont parfois peut-être un petit peu vétustes, mais il y a le minimum nécessaire, il y a le minimum légal, et je suis désolée, donner des chambres avec des meubles qui sont cassés ou encore des trous dans les murs, pour moi c'est un non catégorique, ce n'est pas possible. Je sais que beaucoup de gens aussi se plaignent des prix des chambres à Londres et de la qualité des chambres qu'ils reçoivent, et c'est parfois très très dur d'avoir un logement assez qualitatif sur Londres, surtout si tu t'y prends pas suffisamment à l'avance. Sur place, l'alimentation c'est pas ça non plus, et quand bien même il y a énormément de musées qui sont gratuits, je dois avouer que quand tu as fait Londres une première fois et que tu y retournes une deuxième fois et que tu as déjà fait tous les musées qui sont
gratuits, bah qu'est-ce que tu veux faire? Tout ce qui n'est pas gratuit. Donc au final, bah tu te retrouves à vouloir faire l'abbaye de Westminster, c'est 30 balles par personne. Le palais, c'est pareil, tu te retrouves à vouloir faire par exemple le musée de Churchill, c'était pareil, c'était 27 livres par personne. Le musée Grévin, c'est cher aussi, tu te retrouves à vouloir faire les studios Harry Potter, c'est aussi une centaine d'euros par personne. Donc il y a moyen de faire Londres pas cher, il y a moyen de faire Londres sans payer trop d'activités, certes, mais dès que tu as fait Londres une première fois, parce que j'ai fait une vidéo sur Londres et j'ai dit que les activités étaient chères et on m'a dit oui mais non il y a plein de musées gratuits, et je pense que j'ai pas été assez claire dans la vidéo, mais je suis déjà allée à Londres 2 fois et donc du coup bah, les activités gratuites je les avais déjà faites, c'est pour ça que je ne ressentais pas forcément le besoin de les refaire. On voulait visiter ce qu'on n'avait pas encore vu, ce qui était payant, et c'est là qu'on s'est rendu compte en fait à quel point c'était cher et pourquoi on les avait pas faites dans le passé, et voilà, c'est peut-être juste un petit peu frustrant quand t'as un petit budget. Ça reste mon avis personnel, bien évidemment, si tu ne le partages pas c'est tout à fait ok. Par contre pour saboter littéralement je ne peux mettre que 2 sur 2 parce qu'il y a énormément de belles choses à voir à Londres et franchement je m'émerveille à chaque fois que je vais dans cette ville. Et les activités sur Londres, bien évidemment, je mets 2 sur 2. Si tu veux faire des choses gratuitement, il y a moyen d'en faire. Si tu veux faire des choses un petit peu plus culturelles, si tu veux faire des visites, encore une fois, il y a moyen de faire pas mal de choses. Les parcs aussi, rien que le parc Harry Potter, je n'ai pas pu le faire, mais j'aimerais beaucoup le faire, donc bien évidemment, je retournerai encore à Londres pour faire tout ce que j'ai pas pu faire et qui était payant. Il y a le Sky Garden, le London Eye, quand bien même le London Eye est payant, et le Sky Garden, lui, est gratuit. Enfin bref, il y a énormément de choses à faire, ce qui nous donne une note finale de 6,5 sur 10. Ça a été compliqué d'être réellement objectif sur la Bavière parce que bien évidemment l'Allemagne c'est mon pays d'adoption et je l'aime énormément et beaucoup de gens le savent. Concernant la nourriture, j'ai mis 1 sur 2. Encore une fois parce que je considère que ce type d'alimentation ne plaît pas à tout le monde, c'est quand même une alimentation qui est assez grasse, il faut savoir aussi qu'en Allemagne on mange quand même beaucoup de porc, ce qui ne plaira pas à tout le monde. Cependant, il y a pas mal, vraiment pas mal d'options végétariennes aujourd'hui en Allemagne, surtout dans les grandes villes telles que Francfort, Berlin, Stuttgart, Munich, etc. Donc du coup à ce niveau là, il n'y a pas trop de stress à se faire. C'est plutôt dans les petites bourgades et les petits restaurants où parfois c'est peut-être un petit peu plus compliqué. En tout cas, un jour je ferai une vidéo sur tout ce qu'il y a à goûter en spécialité allemande parce que beaucoup de gens pensent que ça s'arrête à la saucisse. Mais il y a tellement plus de choses à manger que ça et j'avais déjà fait, je pense, un petit aperçu de ce qu'il y a à goûter en Allemagne, notamment dans ma vidéo sur les marchés de Noël. Mais franchement, en Allemagne, on peut vraiment se régaler avec énormément de choses. Et vraiment, il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Cette année-ci, c'est vraiment mon programme. Je l'ai pas fait l'année passée, mais cette année-ci, c'est au programme parce que vous ratez des trucs, vraiment. Concernant l'accessibilité, j'ai décidé de mettre 1 sur 2. Pourquoi? Parce que je considère que Munich est facilement accessible en avion, ça y a pas trop de stress, et c'est vrai qu'au niveau des trains, il y a quand même moyen de se déplacer assez facilement en Allemagne. Il y a vraiment beaucoup de trains, il y a beaucoup de bus, c'est assez bien desservi. Le seul problème c'est que si vous voulez aller vraiment dans des endroits un petit peu plus reculés, notamment pour les randonnées, certains points un petit peu moins touristiques, bah forcément au niveau des trains, au niveau des bus, bah ce sera aussi moins desservi. Donc si vous vous arrêtez à tout ce qui est Eibsee, tout ce qui est Zugspitze, tout ce qui est Partnachklam ou encore tout ce qui est Neuschwanstein, bien évidemment qu'en train ou en bus ce sera suffisant. Mais si vous voulez aller plus loin et découvrir la Bavière plus en profondeur et faire peut-être un petit peu plus de villages perdus, faudrait peut-être privilégier la voiture. Mais en tout cas, en train et en bus c'est pas impossible, hein. Moi j'ai vu beaucoup de gens le faire, c'est vraiment possible, c'est juste que ça vous prendra beaucoup plus de temps. Concernant les prix, j'ai décidé de mettre 1 sur 2. Pourquoi? Parce que la Bavière, c'est clairement, en ce qui me concerne, le land que je trouve le plus cher en Allemagne. C'est comme ça, désolé. Surtout le sud de la Bavière, c'est extrêmement touristique et donc forcément, bah, les prix s'en font ressentir, que ce soit sur les hôtels, que ce soit sur la nourriture et les restaurants. Mais bon, après, franchement, je trouve que l'Allemagne reste un pays qui, financièrement parlant, reste encore assez accessible, c'est pas dramatique. Concernant la beauté des lieux, bien évidemment je suis obligée de mettre 2 sur 2, je suis désolée, mais la Bavière je trouve ça extrêmement magnifique. Entre les châteaux perdus, que ce soit Linderhof, que ce soit Neuschwanstein, que ce soit Hohenschwangau, que ce soit les lieux, enfin les montagnes, les lacs, les maisons perdues, les cascades, qu'est-ce que vous vouliez de plus? C'est absolument fantastique la Bavière, les routes sont magnifiques, les petites églises. Bien évidemment je suis obligée de mettre 2 sur 2. Et concernant les activités, encore une fois, c'est du 2 sur 2 parce que vous arrivez à Munich et que vous ayez envie de faire un petit peu de city trip avec un petit peu de shopping, vous en aurez l'opportunité. Si vous voulez faire un petit peu plus de sites touristiques et historiques, vous en aurez l'opportunité également avec tout ce qui est château, Neuschwanstein, etc. Et si vous avez envie de faire de la randonnée et de voir de superbes paysages, encore une fois, ce sera absolument parfait parce que c'est tout à fait possible. Et si vous avez envie peut-être de vous relaxer au bord d'un lac en été ou encore à faire du ski en hiver, c'est tout à fait possible. Il faut savoir qu'il y a énormément d'hôtels en Bavière, notamment dans ces endroits-là, qui ont des spas. Donc je trouve ça absolument top au niveau des activités, on n'a pas à s'ennuyer. Ce qui nous fait une note totale de 7 pour la Bavière.
Alors dans mon cœur, beaucoup de gens savent que c'est clairement ma ville préférée, donc si ça ne tenait qu'à moi ce serait un 1000 sur 10. Mais il faut rester un minimum objectif, donc pour la nourriture je lui mettrai 1 sur 2. Pourquoi? Encore une fois parce que je sais que c'est pas forcément le genre de nourriture qui plaît à tout le monde, et je sais également que dans les pays de l'Est, les options végétariennes sont pas toujours les plus faciles à trouver, et en particulier en Lettonie. Il faut savoir qu'en Lettonie, le porc est quand même la viande locale qui est la plus appréciée. Mais au niveau cuisine proprement lettonne, il faut quand même avouer que généralement c'est de la cuisine qui se mélange un petit peu partout au niveau des pays de l'Est, donc t'as des grosses influences russes, grosses influences polonaises, etc. Donc typique lettonne, j'ai envie de dire, il y aura certains produits qui sont typiquement lettons. Au niveau de l'accessibilité, je mettrais 1,5 parce que Riga est quand même une ville qui est facilement accessible par de nombreux vols low cost. Faut savoir aussi que Riga c'est une ville qui se fait facilement à pied, il n'y a pas trop besoin de se tracasser avec des transports en commun. J'enlèverais peut-être 0,5 pour la langue. Beaucoup de gens parlent anglais, hein, surtout dans la jeune génération, mais disons que la vieille génération c'est pas toujours ça. Mais franchement rien de dramatique. Concernant les prix, c'est 2 sur 2. La Lettonie c'est extrêmement pas cher, que ce soit pour la nourriture, les activités ou encore les hôtels. Franchement c'est une destination qui est top pour les gens qui ont un petit budget. Concernant la beauté des lieux, bien évidemment c'est 2 sur 2, je trouve que la ville est absolument magnifique, c'est une ville où les bâtiments sont majoritairement d'art nouveau. Peut-être que c'est un style qui ne plaît pas à tout le monde, ça c'est une chose, hein. Moi mon homme trouve que c'est quand même assez spécial comme style, mais il faut quand même reconnaître le travail qui est derrière. Je sais que tous les goûts sont dans la nature. Et concernant les activités, encore une fois, c'est du 2 sur 2 parce que déjà pour tous les gros fêtards qui voudraient faire la fête pas chère, il faut savoir que la Lettonie est un endroit à privilégier parce qu'il y a énormément de bars, il y a beaucoup de gens qui font d'ailleurs leur Erasmus là-bas pour pouvoir faire la fête. Il y a pas mal de festivals en été aussi en Lettonie, hein, bon, pas forcément à Riga mais dans les villes aux alentours. Il y a également moyen de, si tu restes à Riga, de faire Jurmala qui est la ville balnéaire juste à côté. C'est assez sympathique, tu peux marcher à la plage, en été tu vas t'y baigner et puis en hiver tu marches sur une mer gelée. Et je trouve ça quand même assez drôle comme expérience, donc pourquoi pas. Pas aussi pas mal de musées intéressants à faire, donc je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus parce que Riga est une jolie capitale à découvrir, notamment si vous avez le temps pour un week-end et si vous avez un petit budget, c'est une destination parfaite. Du coup, note finale 8,5 pour Riga. Pour la nourriture à Stockholm, encore une fois j'ai décidé de mettre 1 sur 2. Au niveau des spécialités sur place, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde n'aime pas le poisson fumé, tout le monde n'aime pas le gibier, donc j'ai un petit peu envie de descendre la note. Moi personnellement c'est pas des choses qui me dérangent, mais c'est vrai que t'es pas non plus sur une culture culinaire aussi riche que d'autres pays, et c'est la raison pour laquelle je baisse un petit peu la note, parce qu'encore une fois il y a des destinations qui vont arriver qui je trouve sont beaucoup plus intéressantes au niveau culinaire. Mais après par exemple pour tout ce qui est petite pâtisserie, pour tout ce qui est fika, franchement je trouve qu'il y a moyen de trouver des choses extrêmement bonnes à manger. Au niveau de l'accessibilité, je mettrais 2 sur 2 parce que franchement, il y a pas mal de moyens de passer de l'aéroport au centre-ville, que ce soit avec un petit budget ou que ce soit avec des temps de trajet très rapides, ça dépendra en fait de ce que vous préférez. Se déplacer en ville aussi à pied, franchement, c'est super sympa. Les transports en commun, c'est quand même assez aussi marrant parce qu'on peut prendre le bateau et je trouve ça toujours assez sympathique comme expérience. Et tout le monde parle anglais, donc du coup, franchement, c'est cool. Au niveau des prix par contre j'ai encore mis une fois 0 parce que oui il y a moyen de trouver des hôtels pas trop chers, et encore qu'est-ce que c'est cher? Cher pour la Suède parce que cher par rapport au reste de l'Europe ça reste cher. Il faut réserver très à l'avance, donc encore une fois je trouve que c'est pas forcément une ville qui est accessible pour tout le monde. Alors oui tu peux faire un city trip à Stockholm et absolument ne rien visiter au niveau de ce qui est payant, et donc du coup bah, ça te revient à un city trip qui reste au final pas très cher. Donc voilà, au niveau des prix, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau des hôtels, je pense que c'est pas forcément une destination à faire pour les tout petits budgets. Et concernant les activités, 1 sur 5, parce que après de m'être renseigné légèrement sur les activités à Stockholm, j'ai vu pas mal de gens se plaindre qu'il n'y avait pas grand chose à faire sur Stockholm et qu'ils étaient un petit peu déçus de la ville. Moi je trouve pas personnellement, j'adore Stockholm, je trouve que c'est très joli, mais beaucoup de gens disaient qu'on faisait le tour très très vite et que au final voilà c'était pas extraordinaire et qu'ils préféraient d'autres capitales de la Scandinavie. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de enlever 0,5 points, parce que ces avis m'ont mis un petit peu le doute. Ce qui nous donne une note finale de 6,5. Concernant la nourriture, j'ai décidé de mettre 1,5. J'ai hésité à mettre 1 parce que je sais encore une fois que c'est pas une nourriture qui va plaire à tout le monde, notamment parce que c'est les îles et que au niveau de l'alimentation vous allez être très restreint parce que vous n'allez pas avoir autant de fromage, de crème, de saucisson que vous avez bien évidemment en Europe. C'est évident, c'est une île au milieu du Pacifique, mais pour autant honnêtement parce que j'ai mangé le meilleur poisson de ma vie, j'étais obligée d'augmenter un petit peu la note. Si vous aimez le poisson, vous serez vraiment
au paradis. Les fruits étaient d'un savoureux, c'était extraordinaire, les jus rôtis, incroyable. On a goûté aussi plein de fruits que je ne connaissais absolument pas sur place et forcément juste pour les découvertes de toutes ces choses, j'étais obligée d'augmenter légèrement la note. Ça dépend les îles, hein, bien évidemment, parce qu'il y a des gens qui me diront oui mais à Tahiti il n'y a pas de problème. Oui, bon, Tahiti c'est l'île principale, mais quand tu es sur des îles en Polynésie qui sont beaucoup plus reculées et qui sont alimentées uniquement par bateau et ce, une fois toutes les 2 semaines, elles n'ont pas forcément la même capacité d'avoir de la crème, du fromage et du saucisson, tu vois ce que je veux dire. Au niveau de l'accessibilité, je mettrais 1 sur 2 parce qu'en soi, au sein des îles, c'est quand même assez bien organisé, hein. Il y a beaucoup d'avions, il y a beaucoup de bateaux, pour les touristes, ils ont fait quand même un maximum pour que ce soit facile, mais ça reste quand même parfois assez pénible d'arriver jusqu'en Polynésie. Et puis parfois, les conditions météo vous rendent un petit peu la vie dure, en tout cas ça a été notre cas parce qu'on a eu avis de tempête, et donc du coup, forcément, on a été bloqué à Bora Bora pendant 2 jours. Et il faut avouer aussi que pour pouvoir arriver en Polynésie, il faut quand même traverser tout le globe. Je tiens également préciser que pour se déplacer sur certaines îles sans voiture c'est quasiment impossible parce que les transports en commun c'est pas toujours ça, et faire du stop c'est bien mais ça vous fait perdre quand même vachement de temps, surtout si vous avez très peu de temps sur place. Mais à part ça, franchement tout le monde parle français et je me suis jamais sentie en insécurité en Polynésie. Les Polynésiens sont extrêmement gentils et bienveillants et donc à ce niveau là il n'y a pas de souci à se faire. Alors au niveau des prix c'est assez compliqué, je sais pas si je mets 0,5 ou 1, je pense que je vais plutôt mettre 0,5 parce que soyons réalistes c'est quand même le plus cher de mes voyages. Déjà lié au prix du billet d'avion, au prix des billets intra, au prix des logements qui sont quand même vachement chers, ça reste un voyage qui est onéreux et tout le monde ne peut pas se le permettre, donc forcément je pense que je vais descendre la note des prix à 0,5. Après pour quelqu'un qui est un local et qui vit sur place, forcément lui le coût de la vie en Polynésie sera bien moins cher, mais pour un touriste, soyons réalistes, tu peux pas dire que la vie en Polynésie est peu chère. Au niveau de la beauté, c'est 2 sur 2, si je pouvais donner plus que 2 sur 2, bien évidemment ce serait encore plus, parce que vous n'avez qu'à aller voir la vidéo sur la Polynésie, c'est incroyablement beau, on en prend plein les yeux, on ne s'en lasse absolument pas. Si j'avais pu y rester plus longtemps, j'y serais restée plus longtemps parce que la richesse de la Polynésie est incroyable et ça mériterait d'y passer des années, tellement c'est beau et tellement il y a de choses à voir. Et au niveau des activités, encore une fois, 2 sur 2, que ce soit au niveau culturel, vous pouvez tester de l'artisanat, vous pouvez aller voir des locaux, vous pouvez avoir des cours de cuisine aussi avec des locaux, vous pouvez avoir plein d'activités nautiques, vous pouvez avoir plein de randonnées. C'est incroyable à Polynésie, c'est vraiment l'un de mes plus beaux voyages. J'ai vraiment très hâte d'y retourner et j'y retournerai un jour, ça c'est sûr et certain. Ce qui nous donne un total de 7 sur 10 pour la Polynésie. Concernant la nourriture, j'ai mis 2 sur 2 parce que moi je suis désolée mais dès que je vais en France je m'éclate, et puis alors bonus pour le vin. Accessibilité 2 sur 2, c'est la France, on peut y arriver facilement en train, en voiture, depuis Francfort c'est 2 heures. Mais je sais qu'en tout cas l'Alsace c'est accessible pour énormément de gens, donc il n'y a pas trop de stress à se faire. Et puis alors en plus tout le monde parle français, et au niveau sécurité franchement je pense qu'il n'y a pas trop à se plaindre. Au niveau des prix franchement 1,5, j'ai pas trouvé ça extrêmement cher. Au niveau de la beauté des lieux c'est 2 sur 2, moi je suis vraiment fan de ce genre de décoration. Et au niveau des activités, par contre, j'ai mis 1 sur 2 parce que il y a pas mal de choses à faire en Alsace, notamment les caves à vin, il y a quelques châteaux sympas, il y a les villages. Mais j'ai vu aussi ce genre de commentaires sur d'autres vidéos, notamment sur TikTok, de personnes qui disaient un village alsacien, quand on a fait 2, 3, à la fin ils se ressemblent tous. Et c'est vrai que c'est un peu vrai. À la fin, c'est quand même beaucoup de maisons à colombage. Je pense que mon homme qui n'a pas une très grande mémoire, si tu lui en fais 5 à la fin du week-end, il ne sait pas quel village il a visité, il ne sait pas dire lequel est lequel. Donc oui, clairement. Je pense qu'au bout d'un certain moment, si tu fais toute une semaine en Alsace et que tu fais énormément de villages les uns après les autres, il y a forcément moyen qu'au bout d'un certain moment tu sois un petit peu saoulé si tu cherches pas à faire des activités différentes. Donc c'est pour cette raison que j'enlèverais peut-être un point. Mais et encore, parce que franchement, moi je trouve que pour un week-end en Alsace c'est vraiment extraordinaire. Et puis en plus, surtout pour les marchés de Noël, j'ai déjà fait l'Alsace à Noël et c'est vraiment chouette. Note totale pour l'Alsace, 8,5. Pour la nourriture, j'ai décidé de lui mettre 1 sur 2, encore une fois parce que je considère que c'est pas forcément le type de plat que tout le monde aime. La goulash, ça n'en fait pas rêver beaucoup, le langos c'est intéressant mais bon, t'en manges pas non plus tous les jours. Quand bien même il y a quelques spécialités qui sortent un petit peu du lot, c'est vrai que je trouve quand même ça assez marrant parce que ça a toujours tendance à se confondre avec d'autres pays, comme par exemple à Budapest on a toujours ces brioches roulées. Pour moi en fait ces brioches elles sont tchèques, elles sont pas de Budapest. Ou encore on a des gâteaux à base de miel, pareil c'est des gâteaux que je connais déjà de la Russie, donc ça vient un petit peu des pays de l'Est. Du coup, je suis assez ouverte d'esprit et c'est des choses que je n'hésite pas à tester et à goûter. Cependant, encore une fois, je trouve qu'il y a des pays où la diversité culinaire est bien plus présente qu'en Hongrie.
Ensuite, concernant l'accessibilité, ce sera 2 sur 2. Pour moi, Budapest, c'est vraiment une destination qui est accessible pour énormément de gens, depuis même beaucoup de petits aéroports, notamment desservis par des compagnies low cost, donc c'est toujours bien pour les petits budgets. Au niveau des transports en commun, depuis l'aéroport ou encore même pour se déplacer à l'intérieur de la ville, c'est quand même vachement simple, en plus ça coûte pas très cher. On fait encore le tour assez bien à pied, il y a moyen de faire de petites croisières sur le Danube, les gens parlent, je trouve, très bien anglais, et personnellement, je ne me suis jamais sentie en insécurité à Budapest. Concernant les prix, je vais mettre 1,5. Pourquoi? Parce que je trouve que le prix des activités a légèrement augmenté par rapport à mon dernier voyage à Budapest, mais également parce que je trouve que le prix des hôtels, lui aussi, a suivi pour le coup. Bon, bien évidemment, il y a tout ce qui est inflation, etc., c'est légèrement normal, mais comparé à d'autres destinations que j'avais déjà fait dans le passé, je trouve que la différence de prix est plus marquée sur Budapest. C'est la raison pour laquelle j'enlève 0,5. Après, ça reste une destination qui est accessible pour les petits budgets, sans trop de difficultés, mais parce que j'ai des villes moins chères dans ce top, j'ai décidé de lui mettre 1,5. Concernant la beauté, c'est 2 sur 2. Budapest, c'est une ville pour moi qui est absolument magnifique, que ce soit le centre-ville ou un petit peu plus à l'écart, il y a moyen de trouver de superbes pépites. C'est une ville que j'ai fait à 2 reprises et je ne me lasse pas de la découvrir, il y a énormément de choses à faire, à voir. Ce qui nous amène nos activités, et encore une fois je mets 2 sur 2 parce qu'on pourrait y rester toute une semaine sans s'ennuyer, surtout si vous êtes fan de musées, tout ce qui s'ensuit, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes, que ce soit les thermes, que ce soit les visites telles que celle du Parlement hongrois, la balade, les cafés, les bars, le quartier juif, enfin il y a moyen de faire énormément de choses, on apprend beaucoup sur la culture, et il y a aussi une histoire très marquée à Budapest, et je trouve ça très intéressant pour toutes les personnes qui sont passionnées d'histoire et qui cherchent à en savoir plus. Il y a aussi pas mal de châteaux dans les alentours de Budapest qui valent le détour, et encore des musées qui sont plutôt historiques et parfois tantôt un petit peu plus futuristes ou un petit peu plus divertissants, pour le dire ainsi. Il y a pas mal de restaurants et de cafés très sympas. Il y a vraiment moyen d'avoir un super moment à Budapest et d'y passer toute une semaine sans aucun problème. En un week-end, ça se fait aussi super bien, et moi personnellement, c'est une de mes destinations préférées en Europe. Ce qui nous donne une note finale de 8,5 sur 10. Ensuite, on arrive avec Marrakech, et pour la nourriture, c'est 2 sur 2. Je me suis régalée au Maroc, c'était absolument incroyable. C'était varié, c'était extraordinaire, et c'est la raison pour laquelle j'ai donné aussi peu de notes positives pour la nourriture pour les autres destinations, parce que par rapport au Maroc, je suis désolée, c'était extraordinaire. Donc bien évidemment que... j'ai pas les mots. Au niveau accessibilité, je mettrais 1,5 parce que en soi le Maroc est facilement accessible, il n'y a pas besoin de visa, les gens parlent français, mais au niveau des activités, quand bien même il y a pas mal de transports organisés entre les différentes villes, il faut quand même avouer que si tu veux un petit peu de liberté et conduire toi-même par exemple au Maroc, bah justement parce que t'as pas forcément envie d'être dans ces gros cars de touristes, c'est pas toujours évident. Hein. La conduite au Maroc c'est quand même assez sportif, c'est quand même parfois assez stressant. Je trouve personnellement, après sur les routes, je ne suis pas la plus franche non plus, mais je pense notamment aux personnes qui, comme moi, seraient un petit peu moins franches sur les routes. C'est la raison pour laquelle j'enlèverais 0,5. Au niveau des prix, je mettrais 1,5, j'aurais pu mettre 2, mais Marrakech est arrivé par là, et clairement au niveau de Marrakech, j'ai été un petit peu surprise parce que je m'attendais à des prix un petit peu plus accessibles. Le reste du Maroc était beaucoup moins cher, donc quand j'ai fait Essaouira, Aït Benadou, etc., j'ai trouvé ça beaucoup moins cher, mais le désert d'Agafay est très cher, et Marrakech aussi, j'ai trouvé ça beaucoup plus cher. Que ce soit au niveau des activités ou encore au niveau des prix des restaurants, c'était beaucoup plus cher que dans le reste du Maroc, enfin tout du moins le reste du Maroc que j'ai visité. Après en avoir parlé avec d'autres voyageurs qui étaient allés au Maroc un petit peu avant Covid, ils m'ont dit que eux aussi avaient pu voir l'augmentation des prix. Donc je ne sais pas si c'est lié par rapport au Covid et au manque de touristes de ces dernières années, mais en tout cas les prix ont légèrement augmenté vraisemblablement. C'est la raison pour laquelle j'enlèverai encore 0,5. Mais bon, après encore une fois, franchement le Maroc c'est pas une destination extrêmement chère non plus. Il y a vraiment moyen d'organiser un voyage très dépaysant pour pas trop cher. Et concernant la sécurité au Maroc, parce que je sais aussi que ça inquiète beaucoup de gens, moi j'en ai parlé bien évidemment dans mes vidéos sur le Maroc en question. Moi personnellement je ne me suis pas sentie en insécurité, mais j'étais généralement accompagnée de mon mari, donc je pense que ça joue peut-être un rôle. Je connais des gens qui sont partis à Marrakech et au Maroc qui m'ont dit qu'ils n'ont eu aucun problème, et j'ai aussi eu le témoignage de filles au Maroc solo qui se sont senties justement pas forcément toujours en sécurité. Je pense que ça dépend où tu es, ça dépend les conditions. Il y a des gens qui ont eu aucun problème au Maroc, il y a des filles qui se sont senties un petit peu moins à l'aise. Je pense que malheureusement il n'y a pas forcément de recette miracle, à part y aller et se faire sa propre expérience, il n'y a pas forcément d'autres solutions. Pour la beauté, c'est 2 sur 2, j'ai trouvé ça extrêmement beau. Il y a quand même pas mal de choses à voir au Maroc, il y a beaucoup de diversité au niveau des paysages, au niveau des villes, des villages, et honnêtement, il y a moyen vraiment de faire beaucoup de choses sans s'ennuyer, et même au niveau des activités. Ce qui nous donne un total de 9 sur 10.
Concernant la nourriture, je mets 2 sur 2, je me suis régalée, j'adore la nourriture asiatique, je trouve qu'il y avait pas mal de diversité au niveau des plats. Ensuite, concernant l'accessibilité, je mettrais 1,5. En soi, je trouvais que ça parlait pas si mal anglais que ça. Ensuite, au niveau des transports en commun, que ce soit bus ou métro, tout est super bien organisé en ce qui me concerne. Au niveau des formalités, j'ai enlevé quand même 0,5 parce qu'il y a quand même pas mal de formalités à faire. Il y a le KETA, il y a le Q-code. Mais franchement, tout se fait en ligne et c'était pas si compliqué de remplir chaque étape. Et au final, j'ai reçu mes papiers assez rapidement. Au niveau des prix, je mets 1,5. Je mets pas 2 pour la simple et bonne raison que c'est légèrement plus cher que la Chine et le reste de l'Asie. Mais c'est moins cher que le Japon, du moins de l'expérience que j'ai pu en avoir. Mais 0,5 en moins parce que l'air de rien, faut quand même traverser l'Asie et le billet d'avion généralement tout coûte quand même dans les 500 € donc bon. Mais en tout cas sur place, j'ai trouvé que les logements étaient pas si chers que ça et l'alimentation, les transports et les activités pour le coup sont vraiment pas chers. Donc une fois le billet d'avion payé, je trouve que c'est une destination qui est pas mal budget friendly. Concernant la beauté des lieux, bien évidemment, c'est un 2 sur 2, que ce soit les palais, que ce soit les temples. Moi, personnellement, ce mélange entre modernité et ancien, je trouve ça extrêmement intéressant. Et puis alors, en plus, j'y suis allée en automne, c'est ma saison préférée, je trouve ça extrêmement beau à voir. Donc bien évidemment, j'étais comblée. Et ensuite, concernant les activités, franchement, en Corée, il y a énormément de choses à voir et énormément de choses à faire. À ce niveau-là, on peut pas être déçu, que ce soit les temples, que ce soit les palais, pour le shopping aussi, l'air de rien. Je pense qu'on peut en trouver pour tous les goûts. On peut autant aller à la montagne qu'à la plage. Donc franchement, je pense que cette destination plaira au plus grand nombre. Ce qui nous fait une note finale de 9 sur 10. Cette vidéo s'achève ici, j'espère que vous en aurez peut-être appris un petit peu plus sur ces destinations. Bien évidemment, encore une fois, quand bien même j'ai essayé de rester objective, on ne peut pas rester objectif à 100% et forcément elle reflète mon ressenti. Et si ton ressenti est bien différent, n'hésite pas à le dire en commentaire, je serais très intéressée de savoir si certaines personnes pensent peut-être le contraire ou justement pensent la même chose. Parce que tous les avis sont dans la nature et toutes les expériences sont légitimes à partir du moment où tout est communiqué dans le respect, y a pas de problème. En tout cas, si tu veux découvrir chacune des destinations que j'ai citées dans cette vidéo, tu pourras les retrouver en barre d'infos et sur ma chaîne YouTube parce qu'à chaque fois un guide et un vlog sont disponibles. Et en attendant, si le voyage t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et on se retrouve la semaine prochaine, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Ciao! Regardez-moi, c'est bébé Touk! N'est-il pas trop mignon? T'as été hyper sage, mon cœur. C'est super. En même temps, quand on fait des gâtés sur maman, c'est la meilleure chose de la terre.